Chez les petits potes, chez les petits potes, y a un petit pote, y a un petit pote qui est pompier, qui est pompier. Tout le monde l'appelle, tout le monde l'appelle le pot-au-feu, le pot-au-feu. Bonjour les potes, aujourd'hui je suis super contente à l'idée de vous parler littérature et pas n'importe quoi puisque ça va parler probablement à beaucoup, mais alors beaucoup d'entre vous ou du moins les gens qui comme moi sont nés dans les années 80 et avant. Il s'agit de la série, de la saga familiale canadienne la plus connue, la plus incroyable. Il s'agit bien évidemment, vous l'aurez compris, des Jalna. La saga familiale qui m'a fait rêver, et je crois que je suis loin d'être la seule, durant toute ma jeunesse. Et j'ai eu l'occasion assez récemment, je dois dire, de replonger dedans. La magie a de nouveau opéré. Bon, alors je vais vous présenter tout ça. Installez-vous bien confortablement parce que je pense que cette vidéo va durer un bon petit moment. J'ai plein de choses à vous dire, donc c'est parti. Alors, les Jalna, qu'est-ce que c'est? C'est une saga qui raconte l'histoire d'une famille sur plusieurs générations et qui a été écrite intégralement par une auteure canadienne à partir de 1926. Il s'agit de Mazo Delaroche. Alors, il y a 16 volumes qui, en réalité, ont été écrits complètement dans le désordre, mais évidemment, les différents tomes portent des noms différents, sachant qu'ils comportent quasiment tous le mot Jalna à l'intérieur. C'est l'histoire de la famille White-Oak, une famille anglo-canadienne qui vit au Canada, dans l'Ontario, entre la fin du 19e siècle et la première moitié du 20e. Comme je vous l'ai dit, l'histoire suit plusieurs générations des White-Oak, donc on en a 4. Il faut savoir que Mazo Delaroche a arrêté après son 16e ouvrage, puisqu'elle est morte, et que le dernier, qui s'appelle Le Centenaire de Jalna, se finit un peu en queue de poisson. Autrement dit, on pense qu'elle avait prévu d'en écrire d'autres derrière. On reste sur différents cliffhangers, et c'est très difficile en tant que lecteur de savoir qu'il va falloir s'arrêter là, parce qu'un certain nombre de portes, d'intrigues et de péripéties eh bien, ne sont en réalité ni fermées ni terminées. L'histoire commence avec l'arrivée au Canada du couple Gaulle de la saga, à savoir Adeline et son mari Philippe White-Oak, qui décident donc de s'installer après avoir passé plusieurs années dans les Indes, au Canada, et de faire construire dans un endroit reculé une magnifique demeure sur un magnifique terrain, une maison, une très grande maison, un domaine. La bâtisse sera un personnage à part entière de toute la saga et le point d'ancrage des actions principales. On va pouvoir suivre les différents protagonistes parfois dans d'autres lieux, que ce soit à New York, aux États-Unis, en Irlande ou en Angleterre, mais toujours on va revenir au domaine. Les personnages vont traverser de très nombreux conflits, de très nombreuses épreuves, toujours en lien avec la famille, mais aussi parfois en lien avec des grands moments historiques, et notamment la Première et la Seconde Guerre mondiale. Alors, différents thèmes seront abordés, on ne va pas pouvoir ici tous les lister, mais évidemment, la famille et les relations intrafamiliales vont être largement évoquées. On va également retrouver des thèmes assez basiques autour de l'amour, autour de l'argent, autour des ambitions contrariées, des ambitions des uns et des autres, et des décisions qui peuvent causer des frictions. Les rapports avec le monde extérieur sont également évoqués, mais ils restent toujours un petit peu en arrière-plan, puisque l'on va réellement se concentrer avant tout sur les différents membres de la famille qui, quoi qu'il arrive, finissent toujours plus ou moins par revenir au domaine. Les relations intergénérationnelles sont vraiment aussi au centre des histoires, et il faut également noter qu'il y a une tension qui traverse l'ensemble de la saga entre d'un côté l'héritage familial et les traditions,
et de l'autre, les changements d'époque, mais également de façon plus large, les changements sociaux. Nos personnages montent à cheval, puis ils utilisent des voitures à cheval, ensuite des voitures à essence, et on a même certains protagonistes qui, dans les derniers tomes, vont prendre l'avion. Il faut savoir que la saga des Jalna est vraiment entrée dans les classiques de la littérature canadienne. Même si, on va le voir juste après, elle a également subi de très nombreuses critiques qui font que peut-être encore aujourd'hui, vous ne connaissez peut-être pas ce que moi, je qualifierais de réel chef-d'œuvre. En tout cas, à l'époque de la sortie des différents volumes, le succès a été au rendez-vous. Il y a même eu un véritable engouement, notamment auprès d'un public féminin, car Mazo de la Roche a vraiment su, ça c'est mon opinion personnelle, capturer l'esprit d'une époque, mais également retracer avec une grande psychologie les relations entre les protagonistes, mais également leurs états d'âme et les différentes dynamiques qui pouvaient les animer. Donc comme je vous l'ai dit, l'écriture des romans a commencé dans les années 1920 et comporte 16 volumes. Il faut savoir qu'ils ont été écrits plus ou moins dans le désordre. En réalité, Mazo de la Roche a enrichi progressivement son histoire en revenant sur des tranches de vie qu'elle avait au début éludées, des époques qu'elle avait évitées pour, je suppose, aller plus vite. Et donc, il y a une forme d'écriture rétroactive des romans qu'elle va glisser entre plusieurs volumes. Les puristes le diront mieux que moi. Cela explique pourquoi il peut y avoir parfois quelques imperfections, puisque l'univers a été enrichi progressivement, complètement dans le désordre. Au niveau des thématiques, à tout seigneur, tout honneur, commençons par la maison. Elle est bâtie au bord d'un lac, au milieu de forêts absolument exceptionnelles. La part belle est d'ailleurs laissée à la description de l'environnement naturel, la campagne, les bois. On nous évoque très rarement la ville. On nous parle d'un petit village dont le nom d'ailleurs va changer d'un roman à l'autre. Également d'une petite église et du cimetière dans lequel sont enterrés tous les membres défunts de la famille White Oak. Mais le lieu central, c'est vraiment la bâtisse construite par Adeline et son mari Philippe. La maison est vraiment décrite d'une façon vivante, que ce soit ses pièces, je pense à la chambre d'Adeline et son très vieux lit en bois peint ramené des Indes, mais également les dépendances, les jardins et une atmosphère unique qui plane au-dessus de ses habitants. Au niveau de l'arbre généalogique, je vais aller très vite. On a donc le patriarche et la matriarche, Adeline et Philippe White Oak, qui vont avoir 4 enfants. L'aîné Augusta, puis les 2 oncles qui sont Nicolas et Ernest, et enfin le petit dernier qui va hériter du domaine, il s'agit de Philippe. Philippe va épouser en premières noces une certaine Margaret et ils vont avoir ensemble 2 enfants, Meg et Rénie. Malheureusement, son épouse va décéder, il va se remarier en seconde noces avec la gouvernante de ses 2 premiers enfants et avec elle, il aura ensuite 4 garçons, Eden, Piers, Finch et le petit Wakefield. On a donc 6 enfants. Philippe et sa femme vont décéder prématurément et c'est Rénie qui va hériter du domaine. La majorité des aventures se concentrent sur cette génération-là. L'un des personnages favoris des lecteurs de la saga, c'est la matriarche, c'est-à-dire Adeline White Oak. Elle a un caractère bien trempé, c'est le moins que l'on puisse dire. Elle n'a pas sa langue dans sa poche et est à l'origine de très nombreuses embrouilles qui donnent beaucoup de saveur aux aventures. Personnellement, j'adore quand ils commencent à tous se disputer parce que d'une, ça se termine quand même toujours très bien et de deux, leurs échanges sont vraiment très savoureux. Bon, en ce qui me concerne, Adeline, ce n'est vraiment pas le personnage que je préfère. J'aurais plutôt une préférence pour ces petits-enfants tels que Rénie, Finch ou Wakefield. Mais je dois quand même dire qu'elle ajoute un petit supplément d'âme à
Une ambiance qui parfois pourrait être dominée par des personnages peut-être un peu plus effacés et un peu plus fallots. Si on peut un peu parler du style d'écriture de Mazo de la Roche, ce qui ressort, c'est vraiment de très très bonnes descriptions qui ne sont jamais trop longues. On a quelques courts chapitres où l'on suit par exemple la journée d'un enfant et qui va passer dans différents endroits. C'est raconté de façon très poétique et on en profite aussi pour nous décrire et nous faire le portrait de lieux et de personnages qui sont toujours reliés à différentes saisons. Donc on a vraiment l'impression à la fois d'un rapport au temps qui serait cyclique, mais également d'une continuité, et cela permet aussi de faire percevoir le temps qui passe. Après, la grande force de Mazo de la Roche, c'est vraiment de créer des personnages absolument mémorables. Aucun d'entre eux ne se ressemble, en tout cas aucun d'entre eux n'est identique. Et c'est hyper intéressant aussi de voir comment les différents tempéraments se combinent dans les générations suivantes, à partir de l'héritage de leurs parents. On n'est pas chez les Rougon-Macquart non plus, ce n'est pas poussé à ce point-là, mais il s'agit quand même d'une tendance qui, moi, me semble extrêmement intéressante. On ne va pas parler de tous les romans, loin de là, mais je peux vous donner quelques repères. Le premier qui a été écrit, il a été publié en 1927 et c'est tout simplement celui qui porte le nom de Jalna. Mais ce n'est pas le premier de la série si on suit l'ordre chronologique. En 1929, on a The Building of Jalna qui raconte comment cette maison s'est bâtie et dans quel contexte. En 1936, c'est la parution d'un de mes romans préférés de la saga, à savoir Le Maître de Jalna, qui nous parle en particulier de Réni. Ah oui, car il faut savoir que certains de ces romans, la moitié à peu près, tournent en priorité autour d'un seul personnage. Je pense à Finch Whiteock, mais également au Destin de Wakefield. On peut également noter, je crois que c'est le 14e opus, avec La fille de Réni. La fille de Réni, un personnage haut en couleur, et là je ne parle pas uniquement de son opulente chevelure rousse, qui de plus porte le nom de sa bien-aimée arrière-grand-mère, à savoir Adeline. Au moment de la publication, la saga Jalna a reçu un accueil extrêmement enthousiaste. Les livres se sont vendus comme des petits pains et c'est vraiment devenu rapidement un chef-d'œuvre de la littérature dite populaire. Car oui, ça se lit assez facilement, même si les standards par rapport à cette époque ont changé et que de nos jours, il me semble qu'il y a un certain vocabulaire dont je ne suis pas sûre qu'il serait compris par tous les lecteurs. La saga a particulièrement bien marché au Canada et aux États-Unis. Je parle ici du Canada anglophone, car c'est en anglais qu'ils ont été écrits avant d'être traduits pour les lecteurs non anglophones. Les romans ont ensuite été adaptés parfois pour la scène, parfois pour l'écran, sous forme de films ou de séries, mais jusqu'à présent, vraiment, je pense que rien n'a été assez abouti pour laisser une empreinte et apporter un regain d'énergie à la saga. J'attends avec impatience qu'un réalisateur se saisisse vraiment de l'histoire et je serai la première à en dévorer les épisodes. La seule série que j'ai pu voir qui est sortie, il me semble, dans les années 90, d'ailleurs avec Benoît Magimel dans le rôle d'Eden Whiteock, je crois que c'était un de ses premiers rôles. Déjà à l'époque, et pourtant j'étais très jeune, j'avais trouvé ça, mais extrêmement ringard, car l'histoire certes est vraiment ancrée dans un cadre spatio-temporel qui peut être perçu comme relativement vieillot, mais s'il y a bien quelque chose qui est indémodable, honnêtement, ce sont les relations humaines entre les protagonistes et leurs réactions dans des situations qui, elles, sont parfaitement intemporelles. Passons maintenant aux polémiques. Il y en a beaucoup, attachez vos ceintures. Alors, le principal reproche qui est fait, c'est que les personnages sont parfois considérés comme très stéréotypés et pour tout dire même datés, notamment en ce qui concerne la représentation
des genres. Les figures des femmes, pour ma part, je trouve qu'elles sont très variées, que ce soit des personnages très dominants avec un fort caractère à des personnages peut-être plus discrets, plus introvertis. En tout cas, on a reproché à Mazo de la Roche de les avoir parfois cantonnés à un rôle très traditionnel. À la lumière des normes contemporaines, ça paraît complètement en décalage et c'est quelque chose qui, à l'heure actuelle, peut froisser ou ennuyer certains lecteurs. Ensuite, on peut reprocher à l'auteur d'avoir placé ces personnages, certes au Canada, mais dans une perspective un petit peu colonialiste, car on aborde tout à travers le prisme de l'arrivée de la fondation et de l'ancrage d'une famille anglo-irlandaise, mais sans jamais évoquer les peuples autochtones ou le Canada tel qu'il pouvait exister auparavant. Il me semble que l'on n'a aucune représentation de groupe ethnique ou culturel qui serait extérieur à cette famille. Ensuite, le thème de la richesse, de la propriété et des privilèges de classe sociale sont très importants dans la saga, mais on peut reprocher là aussi à Mazo de la Roche de ne remettre jamais en question ces inégalités sociales, pourtant criantes. On peut avoir l'impression que cette petite noblesse provinciale est complètement déconnectée des enjeux sociaux qui pourtant existaient bien à l'époque. Sauf que il me semble que Mazo de la Roche veut nous faire rêver, qu'elle peint un milieu et qu'en réalité, elle se contente de s'y tenir. Et même si c'est quelque chose, effectivement, que je peux comprendre comme remarque, il n'empêche que, pour ma part, ça ne m'a pas du tout dérangé de ne jamais réellement sortir de cet environnement, parce que je prends les Jalna exclusivement comme une série de romans pour me faire rêver. Bon, je passe à la dernière critique qui concerne l'écriture. Je vous ai déjà dit ce qui, moi, m'avait plu. Cependant, une critique qui revient systématiquement, c'est la qualité littéraire de l'œuvre qui est parfois qualifiée de roman à l'eau de rose, de roman de gare. Pour ma part, cette distinction artificielle qui devrait être faite entre littérature populaire et littérature dite sérieuse ne me semble absolument pas adaptée pour parler des Jalna. C'est une critique que je trouve vraiment injuste. J'ai pris autant de plaisir à relire l'ensemble des 16 volumes que j'en avais pris lorsque je les ai découverts. À ce titre, là aussi, je pense que mes souvenirs vont en rappeler beaucoup à d'autres lecteurs. J'ai découvert la saga des Jalna chez mes grands-parents dans leur maison de campagne. C'était vraiment en vogue à l'époque. Je pense qu'ils les avaient même achetés au fur et à mesure. Et ma mère les a lus, mes tantes aussi. Et quand ma sœur et moi, nous sommes tombés dedans, ça a été vraiment à pieds joints. À chaque fois que nous venions passer des vacances chez mes grands-parents, nous les avancions, nous continuions les volumes. Alors cela peut peut-être expliquer cet effet Madeleine de Proust et cet attachement très fort à l'univers de Jalna, mais je ne pense pas, parce que là, je les ai relus, allez, on va dire 30 ans après, et vraiment, j'ai retrouvé le plaisir que j'y avais pris. Après, j'étais extrêmement jeune, hein, je n'avais pas 15 ans quand je les avais lus la première fois, je pense que j'avais 11-12 ans plutôt. Je n'ai même pas vraiment de souvenirs de ma lecture, hormis quelques passages qui m'avaient réellement frappé. Mais non, là, c'était un peu comme si je redécouvrais l'histoire, et honnêtement, j'y ai pris un plaisir complètement décorrélé de l'expérience que j'avais dû en faire à l'époque. Donc non, pour moi, c'est une série de romans qui peut tout à fait se lire à l'heure actuelle sans avoir besoin d'avoir une charge affective qui permettrait bien de supporter les aspects les moins réussis. Est-ce que Jalna, c'est ringard ? Grande question. C'est vrai que le style littéraire peut en freiner plus d'un. Les conventions d'écriture ne sont pas les mêmes dans les années 1920, 1930, 1940 qu'à l'heure actuelle. Mais bon, si on n'est pas capable de lire du Jalna, je ne vois vraiment pas comment on pourrait lire la littérature du 19, 18e, 16e, 17e siècle. Il ne faut pas exagérer non plus, hein, ça reste une écriture relativement moderne. C'est très dynamique aussi. Les dialogues, les actions, l'enchaînement est absolument
parfait. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je veux revenir. L'enchaînement, parfois, il y a une économie réelle de détails qui font que l'on passe d'une situation à une autre très très rapidement, parfois même sans changement réel de paragraphe, encore moins de chapitres. Pourtant, l'action reste fluide et on comprend tout à fait. Le lecteur remplit par lui-même les trous laissés dans la narration sans que cela lui pose problème. Et en réalité, ça se fait même de façon inconsciente. J'ai comme ça parcouru de nouveau certains passages après les avoir lus en lecture plaisir une fois. Et c'est là que je me suis rendu compte que mon esprit avait rempli les trous sans même s'en rendre compte. Donc vraiment, au niveau de l'écriture, moi je ne suis pas d'accord. Je trouve que c'est très bien écrit. Et je me demande si cette critique n'est pas faite aussi parce qu'un lecteur qui manquerait cruellement de vocabulaire de nos jours, oui, va nécessairement avoir quelques difficultés. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est pas la faute des Jalna. Bon, le côté ringard, je le comprends un peu mieux dans la critique qui est faite des stéréotypes et des valeurs. Les valeurs à l'ancienne, ok, la façon dont elles sont traitées et les jugements moraux qui peuvent y être rattachés, oui, là je suis d'accord. Après, les personnages, ils réagissent en fonction d'un milieu et à une époque. Donc ça, moi, ça ne me dérange pas dans la mesure où, en fait, c'est réaliste. Il est évident que la mentalité des personnages, parfois, m'a semblé absolument navrante. Petite dédicace à Finch, qui ne veut dans un premier temps pas revoir Sylvia parce qu'elle avait vaguement eu une histoire avec un homme et malheur, elle ne le lui avait pas dit dès les premiers moments de leur rencontre. Donc ils décident de ne plus du tout la revoir. Et après, les deux souffrent séparément, plus ou moins en silence, avant d'enfin se retrouver et de se marier. Bon, ça fait partie des choses qui m'ont un petit peu horripilée, mais une fois de plus, je pense vraiment que ça correspond à l'époque et à ce milieu-là. Donc moi, ça ne m'a pas dérangé. Parfois, ça m'a fait sourire, parfois, ça m'a agacé, mais il n'empêche que c'est probablement comme ça que ça se passait. Après, j'ai trouvé que les personnages n'étaient pas forcément très conformistes. Il y a déjà beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de personnages qui vont être un petit peu dans la transgression. Pheasant et Pierce qui vont se barrer pour se marier et revenir comme si de rien n'était plus tard en posant sur la table, ok, maintenant on est mariés, on vit ensemble et on va avoir des enfants et vous n'avez rien à dire. Leur famille, à la base, n'était pas du tout d'accord avec cette union. Bon, on a des personnages qui échappent aux stéréotypes. Je pense également à Adeline, la jeune qui prend la bagnole de son cousin et qui trace au milieu des champs en Irlande pour aller retrouver le jeune Fitzsturgis qu'elle avait rencontré sur le bateau, l'amenant en Irlande. Donc non, même s'il y a des stéréotypes, même s'il y a des clichés, j'estime que le comportement des protagonistes a tendance à toujours aller titiller les limites, les carcans qui sont imposés aux jeunes gens de bonne famille dans la société canadienne de cette époque. En tout cas, pour ma part, j'espère que cette petite critique vous aura donné envie d'aller découvrir ou redécouvrir l'univers des Jalna. J'ai constaté ces dernières années que les gens qui les avaient lus, comme moi, à l'adolescence ou à la préadolescence, avaient tous conservé un souvenir inoubliable. Ça fait vraiment partie de ces petits bonbons qui peuvent limite nous donner les larmes aux yeux lorsqu'on en retrouve par hasard un exemplaire dans une bibliothèque. Donc n'hésitez pas, foncez et retrouvez ce petit plaisir d'antan. Si vous voulez en discuter avec moi, ce sera avec un grand plaisir. Et pour ceux qui auraient envie de découvrir cette saga, je vous conseille de commencer par le début, donc de respecter non pas l'ordre de parution, mais l'ordre chronologique, avec le premier tome qui s'intitule La naissance de Jalna. Pour terminer avec le 16e, qui certes vous laissera sur votre faim, mais il faut bien que ça s'arrête un jour. J'avais envie de dire beaucoup, mais alors beaucoup d'autres choses, mais je vais m'arrêter là. La nostalgie, ça va 2 minutes, mais là, je retourne dans le temps présent. Bye bye!